Première partie. Chapitre 1. « Tu ne connais pas son secret ?» m'a dit Wynne. « Pourquoi ? Je devrais ?» Wynne a haussé les épaules. « C'est grave ?» ai-je demandé. « Très. Alors j'aime mieux ne pas savoir. » 2 jours avant que je ne découvre le secret qu'elle gardait enfoui en elle depuis 10 ans, un secret a priori personnel qui allait non seulement nous démolir tous les deux, mais changer à jamais la face du monde, Thérèse Collins m'avait téléphoné à 5 heures du matin, me propulsant d'un rêve quasi érotique dans un autre pour me déclarer de but en blanc « Viens, Paris. » Ça faisait 7 ans que je n'avais pas entendu le son de sa voix. Il y avait de la friture sur la ligne et elle n'avait pas perdu de temps en préliminaire. « Thérèse ?» avais-je répondu en émergeant. « Où es-tu » ? ?»« Dans un charmant hôtel de la rive gauche. Tu vas adorer. Il y a un vol Air France ce soir, à 19h. » Je m'étais assis. Thérèse Collins. Les images affluaient. Son bikini assassin, l'île privée, la plage baignée de soleil, son regard à faire fondre les dents, son bikini assassin. Le bikini mérite d'être cité 2 fois. Je ne peux pas, Thérèse. Paris. Je sais. Il y a presque 10 ans, nous nous étions réfugiés sur une île comme 2 âmes perdues. Je pensais ne plus jamais la revoir, mais je me trompais. Quelques années plus tard, elle m'avait aidé à sauver la vie de mon fils. Après quoi, fuit, elle s'était volatilisée, jusqu'à ce jour. Réfléchis. La ville lumière, on pourrait faire l'amour toute la nuit. J'avais dégluti avec difficulté. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'on ferait dans la journée ? Si mes souvenirs sont bons, tu aurais sans doute besoin de repos. Et de vitamine E, avais-je ajouté en souriant malgré moi. Je ne peux pas, Thérèse, je suis pris. La veuve du 11 septembre ? Comment avait-elle su ? Oui. Ça n'a rien à voir avec elle. Je crains fort que si. Tu es amoureux ? C'est grave si je dis oui ? Pas vraiment. J'avais changé le combiné de main. Qu'est-ce qui t'arrive, Thérèse ? Mais rien, j'ai juste envie de passer un week-end romantique. Luxe, calme et volupté à Paris, avec toi. J'avais dégluti à nouveau. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis 7 ans. Presque 8. J'ai appelé, plus d'une fois. Je sais. J'ai laissé des messages, j'ai écrit des lettres. Je t'ai cherché. Je sais. Il y avait eu un silence. Je n'aime pas ça, le silence. Thérèse. Quand tu as eu besoin de moi, vraiment besoin de moi, j'ai été là, non ? Si. Viens à Paris, Myron. Quoi, comme ça ? Où étais-tu pendant tout ce temps ? Je t'expliquerai tout quand on se verra. Je ne peux pas. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Ce fichu silence encore. Thérèse. Tu te souviens de notre rencontre ? Je venais de vivre la pire catastrophe de ma vie. Elle aussi, je crois. Des amis bien intentionnés nous avaient poussés à assister à une soirée caritative, et dès le premier regard, nos détresses réciproques avaient subi l'effet d'une sorte d'aimant. Je ne pense pas que les yeux soient les fenêtres de l'âme. J'ai connu trop de psychopathes capables de vous posséder avec leur regard. Mais dans les yeux de Thérèse, on lisait clairement de la tristesse. Elle émanait de toute sa personne, et ce soir-là, la loque que j'étais n'en demandait pas davantage. Thérèse avait un ami qui possédait une petite île dans la mer des Caraïbes, pas loin d'Aruba. Nous étions partis le soir même, sans prévenir qui que ce soit. Pour finir, nous y avions passé 3 semaines, à faire l'amour, pratiquement sans parler, cramponnés éperdument l'un à l'autre, parce que c'était tout ce qu'il était possible de faire. Bien sûr que je m'en souviens. Nous étions tous les deux anéantis. Nous n'en avons jamais parlé, mais nous savions. Oui. Toi, tu as su surmonter ton malheur. C'est naturel. On guérit. On reconstruit sur les ruines. Pas toi. Je n'ai pas su reconstruire. Je crois même que je n'en avais pas envie. J'étais en miettes, et c'était peut-être mieux ainsi. Je ne comprends pas. Sa voix s'était faite douce. Je ne pensais pas... Ok, d'accord, je ne pense toujours pas que je tiens à savoir à quoi ressemblerait mon univers après reconstruction. Je crois que je n'aimerais pas le résultat. Thérèse ?
Elle n'avait pas répondu. « Je voudrais t'aider. » Peut-être que tu ne peux pas. Peut-être que ça ne sert à rien. Nouveau silence. Oublie que je t'ai appelé, Myron. Prends bien soin de toi. Et elle avait raccroché. Chapitre 2. Ah, la délicieuse Thérèse Collins, a dit Wynne. Un popotin de premier choix, la grande classe. Nous étions assis sur les gradins métalliques branlants du gymnase du lycée de Castleton. Les relents familiers de sueur et de détergents industriels flottaient dans l'air. Tous les bruits, comme dans n'importe quel gymnase de ce vaste continent, étaient déformés, les étranges échos créant un effet audio équivalent à un rideau de douche. J'adore ce genre de gymnase, j'y ai grandi. J'ai vécu quelques-uns des meilleurs moments de ma vie dans ces salles à l'atmosphère confinée, avec un ballon de basket à la main. J'aime le son du dribble, j'aime le voile de transpiration qui perle sur les visages pendant l'échauffement. J'aime le contact du cuir grenu, l'instant sacré où, le regard rivé sur l'anneau, on lance le ballon et le monde entier cesse d'exister autour de vous. « Ravi que tu te souviennes d'elle, » ai-je répondu. « Un popotin de premier choix, la grande classe. »« Oui, j'avais compris, merci. » Wynne et moi avions partagé une chambre à l'université de Duke. Depuis, il était devenu mon associé et, avec Esperanza Diaz, mon meilleur ami. Son vrai nom était Windsor Horn Lockwood III, et il avait bien la tête de l'emploi. Boucle blonde clairsemée, avec une raie tracée par un dieu, carnation sanguine, beau visage de patricien, bronzage en V de golfeur, regard bleu glacier. Il portait un pantalon kaki hors de prix dont le pli n'avait rien à envier à la raie de ses cheveux, un blazer bleu Lily Pulitzer à la doublure vert et rose, et une pochette assortie, bouffante comme ces fleurs de clown qui crachent de l'eau. La décadence faite homme. Quand Thérèse était à la télé, son accent snob, très école privée, donnait l'impression qu'il expliquait une évidence à un enfant attardé. Ça ne se voyait pas. Elle était assise derrière son bureau de présentatrice. Mais quand je l'ai vue en bikini, pour ceux qui ont suivi depuis le début, c'était le fameux bikini assassin dont j'ai déjà parlé. Ma foi, c'est un merveilleux avantage. Quel gâchis pour une présentatrice. Un vrai drame quand on y pense. Comme le Hindenburg. Hilarante comparaison et très à propos. Wynne arborait en permanence une expression hautaine. Les gens voyaient en lui le snob, l'aristo, l'héritier d'une vieille fortune. Tout cela était vrai, mais la chose qu'ils ne voyaient pas, celle-là pouvait faire très mal. Bon, allez, termine ton histoire. Mais il n'y a rien à ajouter. Wynne a froncé les sourcils. Et tu pars quand pour Paris ? Je n'ai pas l'intention d'y aller. Le deuxième quart-temps venait de commencer. C'était un match entre élèves de CM2. Mon ami, c'est plat comme appellation, mais je doute que bien-aimé, personne référente ou poupée d'amour conviennent davantage. Mon ami, donc, Ali Wilder, a 2 enfants, dont le plus jeune jouait ce jour-là. Il s'appelle Jack, et il n'est pas très doué. Cela n'est pas un jugement ni un pronostic concernant ses succès futurs. Michael Jordan a intégré l'équipe de son lycée quand il était en première, mais une simple observation. Jack est grand pour son âge, grand et costaud, ce qui signifie souvent manque de rapidité et de coordination. Chez lui, sport rimait avec effort. Mais il aimait ça, et à mes yeux, c'était le principal. Jack était un môme attachant, complètement dans la lune et très en demande, ce qui est normal quand on perd son père si jeune et dans des circonstances aussi tragiques. Ali ne pouvait pas être là avant la mi-temps et moi, à défaut d'autre chose, je suis toujours prêt à apporter mon soutien. Wynne continuait à froncer les sourcils. « J'ai bien compris. Tu as refusé de passer un week-end avec la délicieuse Madame Collins et son popotin de premier choix dans un hôtel de charme à Paris. » Ce n'était jamais une bonne idée de parler affaires de cœur avec Wynne.
C'est exact. Pourquoi ? Wynne s'est tourné vers moi, l'air sincèrement interloqué. Soudain, son visage s'est éclairé. « Oh, attends, je sais. »« Quoi ? Elle a pris du poids, c'est ça ?» C'était tout Wynne. « Aucune idée. »« Eh bien, alors ?»« Alors tu le sais très bien. J'ai quelqu'un dans ma vie, tu as oublié ?» Wynne m'a dévisagé comme si j'avais baissé mon pantalon en public. « Quoi ?» Il s'est laissé aller en arrière. « Grande fille, va !» Le signal a retenti. Jack Wilder a chaussé ses lunettes de protection et s'est dirigé vers la table de Mark avec son demi-sourire délicieusement béat. Les petits gars de Livingston jouaient contre l'équipe rivale de Castleton. La tension qui régnait dans la salle me donnait envie de rire. Ce n'étaient pas tant les mômes que les parents dans les gradins. Sans vouloir généraliser, les mères se divisaient en deux catégories. Les pipelettes, qui venaient là pour voir du monde, et les flippés, qui venaient et mouraient chaque fois que leur rejeton touchait le ballon. Mais le vrai problème, c'était les pères. Certains parvenaient à maîtriser leur anxiété en marmonnant dans leur barbe, en accompagnant les mouvements de leurs gamins par une discrète gestuelle et en se rongeant les ongles. D'autres criaient, apostrophaient sans relâche joueurs, arbitres et entraîneurs. L'un de ses pères, assis 2 rangées plus bas, était atteint de ce que Wynne et moi appelions la tourette du spectateur. Il a passé le match à insulter tout le monde à haute voix. Je suis plutôt bien placé pour juger de la situation. J'ai été ce phénomène rare que sont les athlètes de haut niveau. À la surprise de toute ma famille, vu que le plus grand exploit sportif jamais accompli par un bolitard, ça avait été le tournoi de Palais remporté par mon oncle Saul au cours d'une croisière Princess en 1974. Au lycée, déjà, je faisais partie de la sélection nationale. Défenseur vedette de l'équipe de Duke, j'avais été nommé capitaine pour le championnat universitaire, avant d'être recruté par les Celtics de Boston. Et un jour, badaboum, tout s'était écroulé. Quelqu'un a hurlé « Changement !» Jack a ajusté ses lunettes et foncé sur le terrain. L'entraîneur de l'équipe adverse a pointé le doigt sur lui en criant « Yo, Connor, t'as vu le nouveau ? Le gros balourd, contourne-le !»« Hé, le score est serré !» a gémi le papa Tourette. « Pourquoi le faire entrer maintenant ?» Le gros balourd ? Avais-je bien entendu ? J'ai regardé fixement l'entraîneur de Castleton. Avec ses cheveux méchés aux pointes hérissées de gel et son bouc soigneusement taillé, il ressemblait à un membre vieillissant de boys band. Il était grand, je mesure 1,90 m, or il avait 5 bons centimètres de plus que moi et 10 à 15 kilos en prime. Le gros balourd ? Ai-je répété à Wynne ? Non mais, tu as entendu ça ? Wynne a haussé les épaules. J'ai essayé de me raisonner. Ça avait été proféré dans le feu de l'action. Laisse tomber. Le score était bloqué à 24 partout quand le désastre a eu lieu. C'était juste après un temps mort, et l'équipe de Jack était en train de jouer l'entre-deux sous le panneau de l'équipe adverse. Castleton a décidé subitement de leur mettre la pression. Jack était libre. On lui a passé le ballon, mais l'espace d'un instant, harcelé par la défense, il a perdu ses moyens. Ça arrive. Désorienté, il s'est tourné vers le banc le plus proche, celui de Castleton, et l'entraîneur aux cheveux hérissés a hurlé en montrant le panier « Tire ! Tire !» Le mauvais panier. « Tire !» s'est gosillé l'entraîneur. Et Jack, toujours prêt à faire plaisir et à écouter les adultes, s'est exécuté. Le ballon a franchi l'arceau. L'arceau adverse. 2 points pour Castleton. Les parents de Castleton l'ont acclamé en riant. Les parents de Livingston ont levé les bras, atterrés par l'erreur du gamin. L'entraîneur de Castleton, le type au look boys band, a tapé dans la main de son adjoint et, pointant le doigt sur Jack, a crié « Hé, petit, remets-nous ça !» Jack était peut-être le plus grand des garçons sur le terrain, mais en cet instant on aurait dit qu'il cherchait à rentrer dans un trou de souris. Le demi-sourire béat avait disparu, sa lèvre tressaillait, ses yeux papillotaient. Il était profondément mortifié, et moi je l'étais pour lui. Rigolard, un père de Castleton, a lancé, les mains en porte-voix «
Passe-le au grand dadé de l'autre équipe, c'est notre meilleur atout. Wynne lui a tapoté l'épaule. Vous allez la fermer tout de suite, monsieur. L'homme s'est retourné, a vu l'allure décadente, les cheveux blonds, les traits ciselés. Il allait riposter, mais quelque chose, probablement un instinct de survie lové au fin fond de son cerveau reptilien, l'a retenu. Son regard a rencontré le regard bleu glacier de Wynne. Il a baissé les yeux et dit « Désolé, c'était déplacé, je sais. » Je l'ai à peine entendu. J'étais incapable de bouger. Assis dans les gradins, je fixais l'entraîneur aux cheveux hérissés et la moutarde me montait au nez. Le signal a retenti, annonçant la mi-temps. Le type ricanait toujours, secouant la tête d'un air incrédule. Un de ses adjoints s'est approché pour lui serrer la main, imité de quelques parents et spectateurs. « Je dois partir », a dit Wynne. Je n'ai pas réagi. « Tu veux que je reste dans les parages au cas où ?»« Non, non. » Il a hoché brièvement la tête et m'a laissé. Sans quitter l'entraîneur des yeux, j'ai descendu les gradins branlants, mais pas résonné comme un bruit de tonnerre. Il s'est dirigé vers la porte, j'ai suivi. Il s'est engouffré dans les toilettes, souriant comme le crétin qu'il était indéniablement. J'ai attendu devant la porte. Quand il a émergé, j'ai dit « Très classe ». Les mots « Coach Bobby » étaient cousus en lettres cursives sur son polo. Il s'est arrêté. « Pardon ?» Encourager un gamin de 10 ans à marquer un panier contre son camp, et cette remarque désopilante « Hé, petit, remets-nous ça » après l'avoir humilié. Vous êtes un crack, Coach Bobby. Ses yeux se sont étrécis. De près, il était bâti comme une armoire à glace, avec de gros avant-bras, des jointures épaisses et un front de néandertalien. Je connaissais ce genre d'individu. On en connaît tous. Ça fait partie du jeu, vieux. Ridiculiser un môme de 10 ans, ça fait partie du jeu. Agir sur son mental, pousser l'adversaire à la faute. Je n'ai pas moufté. Il m'a jaugé et s'est dit que non, je ne lui faisais pas peur. Les grands gaillards comme le coach Bobby s'imaginent qu'ils sont de taille à affronter n'importe qui. Je me suis contenté de le regarder. « Vous avez un problème, monsieur ?»« Ce sont des enfants. »« Des enfants, c'est ça. Et vous êtes qui, vous? Un papa poule qui prêche l'égalité sur le terrain? Surtout ne froissez personne, personne ne doit perdre ou gagner. À la limite, il faudrait même pas compter les points, hein ?» Son adjoint s'est approché de nous. Il portait un polo assorti avec l'inscription « Coach adjoint Pat ». Bobby, la seconde mi-temps va commencer. » J'ai fait un pas en avant. « Lâchez-lui la grappe, ok ?» Le coach Bobby a ricané comme il fallait s'y attendre. « Ou bien ?» C'est un garçon sensible. Oh, vous allez me faire pleurer. Hein. S'il est si sensible que ça, peut-être qu'il devrait renoncer à jouer. Peut-être que vous devriez renoncer à entraîner. L'adjoint Pat s'est approché. Il m'a regardé et son visage s'est fendu d'un sourire. Ce sourire entendu que je connaissais trop bien. « Tiens. »« Quoi ?» a dit le coach Bobby. « Ce gars, tu sais qui c'est ?»« Qui ?» Myron Bolitar. Le coach Bobby a cogité dur, ça se voyait, comme s'il y avait une fenêtre sur son front et que l'écureuil qui actionnait la roue courait de plus en plus vite. Quand les synapses ont fini de faire des étincelles, son sourire lui a pratiquement déchiré son bouc de chanteur de boys band. Ah, la grande superstar! Il a esquissé pour de bon des guillemets avec ses doigts. Qui n'a jamais réussi à se hisser au statut de professionnel, qui s'est pris un gadin à la première occasion. Ouais, c'est lui-même, a renchéri l'adjoint Pat. Je comprends mieux maintenant. Coach Bobby, quoi? Laissez le gamin tranquille. Le front s'est plissé. Oh, vous allez pas me les briser, hein? Non, certainement pas. Je veux juste que vous laissiez ce gosse tranquille. Pas question, vieux. Souriant, il s'est rapproché de moi. Ça vous pose un problème? Un gros problème, oui. Si on poursuivait cette discussion après le match, en privé? Mon sang n'a fait qu'un tour.
C'est un défi? Ouais, sauf si vous êtes une poule mouillée. Vous êtes une poule mouillée? Non, je ne suis pas une poule mouillée. Quelquefois, mon sens de la répartie me laisse sans voix. J'ai un match à diriger, mais ensuite on règle ça entre hommes, ok? Ok. Esprit de répartie, toujours. Décidément, j'étais en verve. Le coach Bobby a pointé le doigt dans ma figure. J'ai hésité à le lui arracher d'un coup de dent. C'est un bon moyen d'attirer l'attention de quelqu'un. Vous êtes un homme mort, Bolitard. Vous m'entendez? Un homme mort. Un homme qui mord? Non, un homme mort. Ah, tant mieux. Autrement, je vous aurais déjà mordu. Le signal a retenti. L'adjoint Pat a dit « Eh, tu viens, Bobby ?»« Un homme mort », a-t-il répété encore une fois. « Rrrr », ai-je répondu en retroussant les babines. Mais il avait déjà tourné les talons. Je l'ai suivi du regard. Il avait une démarche lente, chaloupée, qui respirait l'arrogance, les épaules en arrière, balançant les bras de façon un peu trop ostentatoire. J'allais lui lancer une vanne stupide quand j'ai senti une main sur mon bras. J'ai tourné la tête. C'était Ali, la maman de Jack. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. Ali avait de grands yeux verts et une frimousse ouverte que je trouvais proprement irrésistible. J'ai eu envie de la soulever de terre pour la couvrir de baisers, mais ce n'était peut-être pas le lieu idéal. Rien. Ça a été la première mi-temps? On est mené de 2 points, je crois. Jack a marqué? Je ne pense pas, non. Ali a scruté mon visage et vu quelque chose qui ne lui a pas plu. J'ai regagné les gradins. Elle s'est assise à côté de moi. 2 minutes après la reprise du jeu, elle a redemandé « Alors, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. » J'ai changé de position sur mon siège inconfortable. « Menteur. »« Je viens d'arriver. »« Menteur. » J'ai jeté un coup d'œil sur son joli minois, sur les taches de rousseur qui n'étaient plus de son âge, mais qui me faisaient craquer, et moi aussi j'ai vu quelque chose. Toi non plus, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Ça ne datait pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, il y avait de l'eau dans le gaz. Ali était distante et préoccupée, et elle refusait d'en parler. Accaparée par mon travail, je n'avais pas cherché à en connaître les raisons. Elle gardait les yeux sur le terrain de basket. « Il a bien joué, Jack ?»« Pas mal. À quelle heure est ton vol demain ?»« 3 heures. »« Je t'emmènerai à l'aéroport. » Erin, la fille d'Ali, avait été reçue à l'université de l'Arizona. Ali et Jack partaient là-bas pour l'aider à s'installer. « C'est bon, j'ai déjà loué une voiture. »« Ça me ferait plaisir de t'accompagner. » »« Ça ira. » Le ton de sa voix coupait court à toute tentative éventuelle de discussion sur le sujet. J'ai essayé de me poser pour suivre le match. Mon pouls battait toujours de façon désordonnée. Au bout de quelques minutes, Ali a demandé « Pourquoi regardes-tu l'entraîneur de l'autre équipe comme ça ?»« Quel entraîneur ?»« Le type coiffé comme dans une émission de télé ringarde avec la barbichette à la Robin des Bois. » Je cherche des idées pour mon nouveau look. Elle a presque souri. Jack a beaucoup joué pendant la première période? Comme d'hab. Castleton a gagné le match avec 3 points d'avance. La foule exultait. L'entraîneur de Jack, un brave type, avait choisi de ne pas l'appeler sur le terrain pendant la seconde mi-temps. Ali, ça l'a un peu perturbé. Normalement, il accordait le même temps de jeu à tous les gamins. Mais elle n'a pas fait de commentaires. Les équipes se sont retirées chacune dans un coin pour un débriefing. Ali et moi avons attendu dans le couloir à la porte du gymnase. Ça n'a pas loupé. Le coach Bobby s'est dirigé vers moi, même démarche chaloupée, mais poings serrés cette fois. Il y avait 3 autres gars avec lui, dont l'adjoint Pat. Tous gros et gras, et bien moins coriaces qu'il ne se plaisait à le croire. Le coach Bobby s'est planté à 1 mètre de votre serviteur. Ses 3 comparses se sont déployés et m'ont dévisagé, bras croisés. Pendant un moment, personne n'a dit un mot. Ils se sont contentés de me toiser. « C'est là que je fais dans mon froc ?» ai-je lancé. Le coach Bobby a de nouveau brandi son index. « Vous connaissez le Landmark Bar à Livingston ?»« Oui. »« Ce soir, 10h, sur le parking derrière. »« Oh, c'est l'heure de mon couvre-feu. Oh, et puis je ne suis pas comme ça. Le dîner d'abord, des fleurs peut-être. Si vous ne venez pas... » L'index s'est rapproché de mon visage. « Je trouverai un autre moyen d'obtenir satisfaction. Vu ?» Je ne voyais pas, non, mais je n'ai pas eu le temps de demander des explications.
Il avait déjà tourné les talons. Ses potes lui ont emboîté le pas. Ils se sont retournés. Je leur ai fait un signe de la main en remuant les 5 doigts. Quand l'un d'eux a laissé son regard s'attarder au-delà de ce qui était convenable, je lui ai envoyé un baiser. Il s'est détourné comme s'il venait de se prendre une claque. Envoyer un baiser, ma provoque favorite, avis aux homophobes. Je me suis tourné vers Ali et, voyant sa tête, je me suis dit « Oups ». C'est quoi ce cirque? Il y a eu un truc pendant le match avant ton arrivée. Quel truc? Je lui ai expliqué. Du coup, tu as allumé l'entraîneur. Oui. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais tu n'as fait qu'envenimer les choses. C'est un fanfaron, même les gosses s'en rendent compte. Jack était au bord des larmes. Alors, c'est à moi de gérer. Je n'ai pas besoin que tu fasses le coq. Je ne fais pas le coq. Je voulais juste qu'il fiche la paix à Jack. Pas étonnant qu'il n'ait pas joué en seconde mi-temps. Son entraîneur a dû remarquer ta prestation à 2 balles et a eu le bon sens de ne pas jeter d'huile sur le feu. Ah bah, tu te sens mieux maintenant? Non, pas encore. Mais une fois que je lui aurai arrangé le portrait au landmark, je pense que ça ira mieux, oui. Ouais, n'y songe même pas. Tu as entendu ce qu'il a dit? Ali a secoué la tête. J'y crois pas. Mais qu'est-ce qui te prend, mon Dieu? J'ai voulu défendre Jack. Ce n'est pas à toi de le faire. Ce n'est pas ta place, tu n'es... Vas-y, dis-le, Ali. Elle a fermé les yeux. Tu as raison, je ne suis pas son père. Ce n'est pas ce que j'allais dire. C'était précisément ce qu'elle allait dire, mais je n'ai pas relevé. Ce n'est peut-être pas mon rôle, sauf qu'il ne s'agit pas de ça. J'aurais réagi de la même façon avec n'importe quel autre gamin. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas bien. Et qui es-tu pour porter ce jugement? Quel jugement? Il y a le bien, il y a le mal, ce type a mal agi. Mais c'est un gros con. Des cons, on en trouve partout. C'est la vie. Jack le comprend ou le comprendra avec les années. Grandir, c'est aussi apprendre à affronter les cons. Tu ne crois pas? Je n'ai pas répondu. Et si mon fils a été tant affecté que ça, pourquoi ne m'en as-tu rien dit, hein? Je t'ai demandé de quoi vous aviez parlé pendant la pause. C'est vrai. Et tu as dit que ce n'était rien. Pourquoi, Myron, hein? Ce ne sont pas des histoires de bonnes femmes, c'est ça? Non, pas du tout. Ali a secoué la tête et s'est tu, comme si on l'avait débranché d'un seul coup. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai trop laissé te rapprocher de lui. J'ai senti mon cœur plonger en piqué. Oh, et puis zut. J'ai attendu. Pour un homme merveilleux qui sait se montrer tellement sensible, tu peux être très obtus quelquefois. Bon, d'accord. Peut-être que je n'aurais pas dû m'en prendre à cet imbécile. Mais si tu avais été là quand il a crié à Jack de remettre ça, si tu avais vu la tête de Jack... Je ne parle pas de ça. Je me suis tu. Dans ce cas, tu as raison. Je suis un mec obtus. Je fais 1m90. Ali, 1m60. Elle a levé le visage vers moi. Je ne vais pas dans l'Arizona pour m'occuper de l'installation d'Erin. Enfin, pas seulement. Mes parents sont là-bas et les siens aussi. Les siens. Les parents de son défunt mari. Le fantôme que j'avais appris à accepter et parfois même à intégrer. Le fantôme, toujours présent. Je doute qu'il s'en aille un jour, bien qu'il m'arrive de souhaiter son départ. Chose qui ne se fait pas, évidemment. Je veux dire, les grands-parents des deux côtés veulent qu'on aille s'installer là-bas. Pour être près d'eux. Ce qui tombe sous le sens quand on y pense. Faute de mieux, j'ai hoché la tête. Jack et Erin, et ma foi, moi aussi, on a besoin de ça. Besoin de quoi? De la famille. Ses parents doivent faire partie de la vie de Jack. Ils supportent mal le climat qui règne là-haut. Tu comprends? Bien sûr que je comprends. Ma voix sonnait bizarrement à mes propres oreilles, comme si quelqu'un d'autre parlait à ma place. Mes parents ont trouvé un appartement qu'ils aimeraient nous faire visiter, dans la même copropriété qu'eux. C'est bien, une copropriété. Les charges sont peu élevées. On paie 1 fois par mois, c'est ça? Cette fois, c'est Ali qui n'a pas répondu. Bon, pour dire les choses clairement, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Tu as envie d'aller vivre à Scottdale? J'ai hésité. Elle a posé la main sur mon bras. Regarde-moi. J'ai obtempéré. Et là, elle a dit une chose que je n'avais absolument pas vue venir. On n'a pas signé pour la vie, Myron. Nous le savons tous les deux.
Un essaim de gamins est passé en courant devant nous. L'un d'eux m'a bousculé et a dit « Mais oui, excusez-moi ». Un arbitre a donné un coup de sifflet, un signal a retenti. « Maman ?» Nous nous sommes ressaisis tous les deux pour sourire à Jack. Lui ne souriait pas. D'ordinaire, même s'il avait joué comme un manche, il arrivait en gambadant, tel un jeune chiot, souriant pour nous taper dans la main. Ça faisait partie de son charme à ce gosse, mais pas aujourd'hui. « Salut, petit loup !» ai-je fait, ne sachant pas bien quoi dire. Souvent, dans une situation semblable, j'entends les gens déclarer « C'était un bon match !» Mais les mômes savent que c'est du pipeau, qu'on les prend pour des truffes, et ça ne fait qu'aggraver les choses. Jack s'est précipité vers moi, noué ses bras autour de ma taille, et cachant son visage contre ma poitrine, a éclaté en sanglots. Mon cœur s'est serré de plus belle. J'ai posé mes mains sur sa nuque. Ali m'observait, et son expression ne me disait rien qui vaille. Rude journée, Jack. Ce sont des choses qui arrivent. T'en fais pas, hein? Tu as fait de ton mieux, c'est ce qui compte. » Et j'ai ajouté quelque chose que le gamin ne comprendrait pas, mais qui était la stricte vérité. Au fond, ces matchs n'ont pas grande importance. Ali a pris son fils par les épaules, il m'a lâché, s'est tourné vers elle, cachant à nouveau son visage. Nous sommes restés ainsi une bonne minute en attendant qu'il se calme. Puis, avec un sourire forcé, j'ai frappé dans mes mains. « Qui a envie d'une glace ?» Jack récupérait vite. « Moi !»« Pas aujourd'hui, il faut qu'on prépare nos valises. » Il a froncé les sourcils. « Une autre fois, peut-être. » Je m'attendais à un « Oh, allez, mens !» mais lui aussi a dû entendre quelque chose dans sa voix. Penchant la tête, il s'est tourné vers moi sans dire un mot. Nous nous sommes tapés dans la main, doigts repliés, et c'était notre façon de nous dire bonjour et au revoir, et il s'est dirigé vers la porte. Du regard, Ali m'a fait signe de jeter un œil à droite. J'ai vu qu'elle me désignait le coach Bobby. « Je t'interdis de te battre avec lui. » C'est lui qui m'a défié. C'est au plus fort de céder. Au cinéma peut-être. Au pays de la poudre de perlimpinpin, du lapin de Pâques et des jolies fées, oui. Mais dans la vraie vie, celui qui cède passe pour une grosse lavette. Alors fais ça pour moi, ok? Pour Jack. N'y va pas dans ce bar. Promets-le-moi. Il a dit que si je ne me pointais pas, il obtiendrait satisfaction autrement, un truc comme ça. C'est un fanfaron. Promets-moi. Elle a planté son regard dans le mien. J'ai hésité, mais pas très longtemps. Ok, je n'irai pas. Elle a tourné les talons, sans m'embrasser, même pas la moindre petite bise sur la joue. Ali ? Quoi ? Le couloir m'a soudain paru très vide. Sommes-nous en train de rompre ? Tu veux venir vivre à Scottdale ? Tu veux une réponse tout de suite ? Non. Non. La réponse, je la connais déjà. Et toi aussi. Chapitre 3. Combien de temps s'est écoulé ? Je l'ignore. 1 minute ou 2, probablement. Je suis allé à ma voiture. Le ciel était gris, il bruinait. Je me suis arrêté un instant et, fermant les yeux, j'ai offert mon visage à la caresse de la pluie. Je pensais à Ali et à Thérèse dans l'hôtel de charme de Paris. Baissant la tête, j'ai fait 2 pas de plus, et c'est là que j'ai repéré le coach Bobby et ses potes dans une Chevy Expedition. Soupir. Ils étaient là tous les 4, l'adjoint Pat au volant, le coach Bobby à la place du mort, les 2 autres gorilles sur la banquette arrière. J'ai sorti mon portable et composé le 1 qui correspondait à un numéro préenregistré. Wynne a répondu dès la première sonnerie. « Articule ?» C'est sa manière à lui de répondre au téléphone, même quand il sait que c'est moi. Et, je l'avoue, ça m'énerve prodigieusement. « Tu devrais faire demi-tour, Wynne. »« Oh, chouette !» s'est-il exclamé, heureux comme un gosse le matin de Noël. « Tu en as pour longtemps ?»« Je suis un peu plus bas dans la rue. Je subodoré qu'on pourrait en arriver là. »« Tu ne butes personne, hein ?»« Oui, maman. » La voiture est égarée au fond du parking. L'expédition a suivi lentement. La pluie tombait plus drue à présent. Je me demandais quel était leur plan. Un quelconque coup d'esbrouffe sûrement, et j'ai décidé de laisser venir. La Jag de Wynne s'est arrêtée à distance. Moi, je conduis une Ford Taurus, un vrai aspirateur à belette.
Wynne déteste ma voiture. Il refuse de monter dedans. J'ai sorti mes clés et pressé le bouton de déverrouillage automatique. Les portières se sont débloquées avec un clic. Je me suis glissé à l'intérieur. L'expédition est alors passée à l'action. Elle a accéléré pour se placer juste derrière moi, me bloquant la sortie. Le coach Bobby en a surgi le premier en tripotant son bouc. Ses 3 acolytes ont suivi. J'ai soupiré et les ai regardés approcher dans mon rétro. « Que puis-je pour vous, messieurs ?» « J'ai entendu votre copine vous passer un savon. »« L'indiscrétion est un vilain défaut, coach Bobby. »« Oui, mais j'ai eu peur que vous ne changiez d'avis, alors on s'est dit qu'on allait régler ça sur place, tout de suite. » Le coach Bobby s'est penché vers moi. « Sauf si vous êtes une poule mouillée. »« Auriez-vous mangé du thon à midi, coach Bobby ?» La Jaguar de Wynne s'est arrêtée à côté de l'expédition. Le coach Bobby a reculé en plissant les yeux. Wynne est descendu. Les 4 hommes l'ont dévisagé, le sourcil froncé. « Qui c'est, celui-là » Souriant, Wynne a levé la main, comme si, invité sur le plateau d'une émission télé, il voulait remercier le public qui l'applaudissait. « Ravi d'être parmi vous. Merci infiniment. »« C'est un ami, » ai-je répondu. « Il vient en renfort, histoire d'égaliser les chances. »« Lui » a ri Bobby. Son cœur s'est joint à lui. « Mais oui, bien sûr. » Je suis sorti de la voiture. Wynne s'est rapproché imperceptiblement des 3 comparses. « Je vais vous donner la raclée de votre vie. » J'ai haussé les épaules. « Je vous en prie, faites. »« Trop de monde par ici. Il y a une clairière dans les bois juste derrière ce champ, » a-t-il dit en joignant le geste à la parole. « Là-bas, personne ne viendra nous déranger. »« Et comment connaissez-vous l'existence de cette clairière ?»« J'étais au lycée ici. J'en ai filé des roustes là-dedans. » Et bombant le torse, il a ajouté « J'étais aussi capitaine de l'équipe de foot. »« Oh, ça alors. Vous me prêteriez votre blouson pour le bal du lycée ?» Le coach Bobby a pointé un doigt boudiné sur Wynne. « Il va vous servir à éponger votre sang si vous la bouclez pas. » Wynne a fait de son mieux pour cacher sa joie. J'ai songé à ma promesse à Ali. « Allons, nous sommes 2 adultes responsables. » Chaque mot me faisait l'effet de cracher du verre pilé. On n'a pas besoin de recourir au pugilat, vous ne croyez pas ? J'ai regardé Wynne qui fronçait les sourcils. Tu as vraiment employé le terme pugilat ? Le coach Bobby a envahi mon espace vital de sa masse. Poule mouillée, hein ? Encore. Mais j'étais le plus fort et c'est au plus fort de céder. Ouais. Poule mouillée, oui. Vous êtes content ? Vous avez entendu, les gars, c'est une poule mouillée. J'ai grimacé, mais ma résolution n'a pas vacillé. Ou mon irrésolution, tout dépend du point de vue où on se place. Enfin quoi, j'étais le plus fort, non ? Jamais, je crois, je n'avais vu Wynne arborer une mine aussi accablée. Vous voulez bien déplacer votre véhicule pour me laisser sortir ? Ai-je demandé. Ok. Mais je vous aurais prévenu. Prévenu de quoi ? À nouveau, Bobby a rempli mon espace vital. Vous ne voulez pas vous battre ? Parfait. À partir de maintenant, c'est le gosse qui va trinquer. J'ai senti le sang bourdonner à mes oreilles. De quoi est-ce que vous parlez ? Du gros ballot qui a marqué contre son camp. Pendant le reste de la saison, on ne va pas le rater. Toutes les occasions seront bonnes pour le faire morfler. Je crois que j'en suis resté bouche bée. J'ai regardé Wynne pour être sûr d'avoir bien entendu. Il n'avait plus l'air accablé. Il se frottait les mains. Je me suis tourné vers le coach Bobby. « Vous êtes sérieux ?»« Sérieux de chez sérieux, oui. » J'ai repensé à ma promesse, cherchant une échappatoire. Après la blessure qui m'avait coûté ma carrière de basketteur, j'avais voulu prouver au monde que j'allais bien, merci. Je m'étais donc inscrit en fac de droit à Harvard. Myron Bolitar, lettre accomplie, sportif, surdiplômé, le tout avec une élégance nonchalante. J'avais une formation d'avocat, autrement dit, j'étais payé pour trouver des échappatoires. Qu'avais-je promis au juste ? Je me suis rappelé les paroles exactes d'Ali. « N'y va pas dans ce bar, promets-le-moi. » Bien. Ça ne se passerait pas dans un bar, mais sur un terrain boisé derrière un lycée. D'accord, j'allais enfreindre l'esprit de la loi, mais pas sa lettre. Or, c'est la lettre qui comptait.
Allons-y, ai-je dit. Nous nous sommes dirigés tous les 6 vers le bois. Wynne sautillait presque. Au bout d'une vingtaine de mètres, les arbres se firent plus rares. Le sol était jonché de mégots et de canettes de bière. Le lycée, ça ne changera jamais. Le coach Bobby a pris sa place au centre de la clairière. Levant le bras droit, il m'a fait signe de le rejoindre. « Messieurs, » a déclaré Wynne, « 1 minute d'attention avant qu'il ne commence. » Tous les regards se sont tournés vers lui. Il se tenait avec l'adjoint Pat et les 2 gorilles sous un grand érable. « Je faillirais à mon devoir si j'omettais de vous faire part de cette recommandation de première importance. » Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Ce n'est pas à vous que je parle, coach Bobby. Cette recommandation s'adresse à vos 3 camarades. Wynne a balayé du regard leur visage. Il se peut que vous soyez tenté d'intervenir pour aider le coach Bobby à un moment ou à un autre. Ce serait une énorme erreur. Le premier qui bouge sera hospitalisé. Notez bien que je n'ai pas dit retenu, frappé, ni même blessé. Hospitalisé. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Il s'est retourné vers le coach Bobby et moi. Revenons-en à notre bagarre maintenant. Le coach Bobby m'a jeté un coup d'œil. Il rigole ou quoi? Mais j'étais déjà dans la zone et ce n'était pas bon signe. Je bouillais de rage, ce qui est une erreur lorsqu'il s'agit de se battre. Il faut y aller mollo, empêcher son pouls de s'emballer, ne pas se laisser paralyser par la décharge d'adrénaline. Bobby m'a regardé et, pour la première fois, j'ai entrevu l'ombre d'un doute dans ses yeux. Mais j'entendais son rire quand il avait lancé « Hé, petit, remets-nous ça !» J'ai pris une grande inspiration. Le coach Bobby a levé les poings comme un boxeur. Je l'ai imité, bien qu'avec beaucoup moins de raideur. Les genoux fléchis, je me balançais légèrement. Bâti comme une armoire à glace, Bobby avait l'habitude d'intimider ses adversaires, genre copains ou voisins. Mais au fond, c'était un petit joueur. Quelques brèves remarques au passage. Tout d'abord, la règle d'or. On ne peut jamais prévoir l'issue d'un combat. Le hasard fait que n'importe qui peut porter le coup fatal. On a tort d'être trop sûr de soi. Mais en vérité, le coach Bobby n'avait pratiquement aucune chance. Je ne dis pas ça par manque de modestie, ni par forfanterie. N'en déplaise aux parents, dans les gradins branlants du gymnase, un athlète se forme dans le ventre de sa mère. Évidemment, il faut la motivation, l'entraînement, la pratique. Mais la différence, la grande différence, réside dans les capacités naturelles. L'inné prime l'acquis. La nature m'avait doté de réflexes fulgurants et d'une excellente coordination visio-motrice. Ce n'est pas de la vantardise, je le répète, c'est comme la couleur des cheveux, la taille ou l'ouïe. Je ne parle même pas des années d'entraînement pour améliorer ma condition physique et apprendre à me battre, même si ce n'était pas à négliger non plus. Le coach Bobby a réagi de manière prévisible. Il a fait un pas en avant et m'a balancé un coup de poing crocheté. Or, un crochet n'est jamais efficace contre un lutteur aguerri. On l'apprend vite à ses dépens. La plus courte distance entre 2 points est la ligne droite. Autant le savoir quand on en vient à distribuer des coups. Je me suis déporté vers la droite. Pas beaucoup, juste assez pour parer le coup de la main gauche et garder la bonne distance pour riposter. J'étais maintenant dans la zone de défense de Bobby, une zone bien exposée. Le temps avait ralenti. J'avais plusieurs points faibles à ma disposition. J'ai choisi la gorge. Repliant le bras droit, j'ai envoyé mon avant-bras dans sa pomme d'Adam. Le coach Bobby a émis un son étranglé. Le combat était terminé. Je le savais. Du moins, j'aurais dû le savoir. J'aurais dû m'écarter et le laisser choir pantelant sur le sol. Mais sa voix moqueuse résonnait dans ma tête. « Hé, petit, remets-nous ça. On ne va pas le rater. Toutes les occasions seront bonnes pour le faire morfler. Poule mouillée !» J'aurais dû laisser tomber. Lui demander s'il avait eu son compte et en rester là. Mais je n'étais pas en état de me contrôler. Repliant le bras gauche, j'ai décrit un arc de cercle avec toute la force dont j'étais capable. Objectif, lui expédier un coup de coude en pleine figure. Un coup dévastateur, le genre de coup qui broie les os du visage, qui mène au bloc opératoire et à plusieurs mois de traitement antidouleur. À la dernière seconde, j'ai repris suffisamment mes esprits, non pas pour m'arrêter, non, mais pour reculer légèrement. Au lieu d'atterrir sur son visage, mon coude a heurté le nez de Bobby.
Le sang a jailli. Il y a eu un craquement, comme quand on marche sur du petit bois sec. Bobby s'est écroulé pesamment. « Bobby !» C'était l'adjoint Pat. J'ai pivoté vers lui et, levant les deux mains, j'ai crié « Non !» Trop tard. Pat s'était avancé, brandissant le poing. Wynne a à peine bougé. Juste la jambe. Le coup de pied visait le genou gauche. L'articulation a ployé d'une manière tout sauf naturelle. Pat a hurlé et s'est effondré dans la boue comme si on lui avait tiré dessus. Wynne a souri et arqué un sourcil à l'adresse des deux autres hommes. « Au suivant !» Aucun des deux n'osait respirer. La fureur s'est évanouie d'un coup. Agenouillé, le coach Bobby se tenait le nez comme si c'était un animal blessé. Je l'ai regardé. C'est stupéfiant à quel point un homme à terre ressemble à un petit garçon. « Laissez-moi vous aider. » Sang coulait de son nez à travers ses doigts. « Ne vous approchez pas de moi. » Il faut exercer une pression pour stopper l'hémorragie. « Vous approchez pas, j'ai dit !» J'allais protester quand j'ai senti une main sur mon épaule. C'était Wynne. Il a secoué la tête, l'air de dire « Inutile d'insister. » Il avait raison. Nous sommes repartis sans un mot. De retour chez moi, 1 heure plus tard, j'ai trouvé 2 messages sur mon répondeur. 2 messages clairs et concis. Le premier n'était pas une surprise. Dans une petite ville, les mauvaises nouvelles circulent vite. « Je n'arrive pas à croire que tu n'as pas tenu ta promesse, » disait Ali. Et voilà. J'ai poussé un soupir. La violence ne résout rien. Wynne grimaçait quand je disais ça, mais le fait est que, chaque fois que j'y recourais, ce qui m'arrivait assez souvent, les choses n'en restaient jamais là. La violence cascade et ricoche, et son écho ne meurt jamais vraiment. Le second message était de Thérèse. « S'il te plaît, viens. » Elle ne cherchait même plus à masquer son désarroi. 2 minutes plus tard, mon téléphone portable se mettait à vibrer. C'était Wynne. « On a un petit souci. »« Lequel ?»« Le coach adjoint, le nommé Pat, qui va avoir besoin d'un chirurgien orthopédiste. »« Ouais, eh bien ?»« Il est dans la police de Castleton, un capitaine, même si je ne porterai pas son blouson au bal du lycée. »« Ah. » Apparemment, il envisage de lancer un mandat d'arrêt. »« Ce sont eux qui ont commencé. » Mais oui, et naturellement toute la ville va nous croire, nous plutôt qu'un officier de police et 3 respectables citoyens. Là-dessus, il n'avait pas tort. Je me disais qu'on pourrait s'offrir quelques semaines en Thaïlande pendant que mon avocat nous règle ça. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je connais un nouveau bar à filles à Bangkok, du côté de Patpong Street. On pourrait débuter notre séjour là-bas. Moi, j'en doute. Oh, est-ce que tu peux être prude, mais d'une manière ou d'une autre, tu aurais intérêt à lever les voiles aussi. C'était bien mon intention. Après avoir raccroché, j'ai appelé Air France. Auriez-vous une place sur un vol pour Paris ce soir? Votre nom? Myron Bolitar. Votre billet a déjà été réservé et édité. Vous préférez côté hublot ou couloir? Chapitre 4. J'utilisais mes miles accumulés en nombre pour voyager dans de meilleures conditions. Les boissons gratuites ou le repas amélioré, je m'en fichais. Ce qui m'intéressait, c'était l'espace pour les jambes. En général, je me retrouve coincé sur le siège du milieu entre 2 gros malabars, n'ayant aucune notion de territoire imparti, et devant, ça ne rate jamais, il y a une minuscule vieille dame dont les pieds touchent à peine le sol, mais qui rabat son dossier aussi loin que possible et jubile en entendant le bruit qu'il fait au moment où il écrase mes genoux. Si bien que je passe le reste du vol à compter les pellicules de son cuir chevelu. Je n'avais pas le numéro de téléphone de Thérèse, mais je me suis souvenu de l'hôtel d'Aubusson. J'ai donc appelé et laissé un message pour prévenir de mon arrivée. Une fois dans l'avion, j'ai enfoncé les écouteurs de l'iPod dans mes oreilles et glissé dans une sorte de demi-sommeil en songeant à Ali. La première fois que je sortais avec une mère de famille, et néanmoins veuve. Son regard qui fuyait le mien quand elle avait dit « On n'a pas signé pour la vie, Myron ?» J'ai essayé d'imaginer la vie sans elle. Est-ce que j'aimais Ali Wilder? La réponse était oui. J'avais aimé 3 femmes dans mon existence. La première,
Emily Downing, l'amour de mes années Duke. Elle m'avait plaqué pour mon rival, le basketteur de la Caroline du Nord. Mon deuxième amour, mon âme sœur, ou ce qui s'en rapprochait le plus, Jessica Culver, écrivain. Elle aussi m'avait brisé le cœur en 1000 morceaux, ou peut-être qu'à la fin j'avais brisé le sien, je ne sais plus très bien. Je l'avais aimée plus que la vie même, mais cela n'avait pas suffi. Elle était mariée maintenant à un dénommé Stone. Stone, je ne rigole pas. La troisième, c'était Ali Wilder. J'avais été son premier homme depuis la mort de son mari dans la Tour Nord, le 11 septembre. Notre amour était fort, mais aussi plus paisible et plus mûr, ce qui est peut-être un oxymore. Je savais que la rupture serait douloureuse, mais pas dévastatrice. Était-ce aussi le privilège de la maturité, ou bien, à force de se ramasser, on apprend à se caparaçonner? Ou alors c'est Ali qui avait raison. Nous n'avions pas signé pour la vie, c'était aussi simple que ça. Il y a un vieux dicton yiddish que je trouve très pertinent. L'homme prévoit, Dieu rit. J'en suis l'exemple vivant. Ma vie était toute tracée. Depuis l'enfance, j'avais été une star du basket, promis à une carrière NBA au sein des Boston Celtics. Mais lors de mon tout premier match de l'avant-saison, Burt Wesson était entré en collision avec moi et m'avait ruiné le genou. J'avais vaillamment tenté de revenir, mais entre vaillance et efficience, il y a un monde. Ma carrière était terminée avant même que mon pied ne se soit posé sur le parquet. J'étais aussi destiné à fonder une famille, comme l'homme qui me servait de modèle, Al Bolitar, mon père. Il avait épousé la femme de sa vie, ma maman Hélène. Il s'était fixé dans la banlieue de Livingston, New Jersey, avait travaillé dur et fait des barbecues dans le jardin. C'était censé être cela, ma vie. Une épouse compréhensive, 2,6 enfants, les gradins branlants pour admirer ma progéniture, un chien peut-être, un cerceau de basket rouillé dans l'allée, le centre commercial le samedi. Vous voyez le tableau. Or, me voici sur le versant nord de la quarantaine, toujours célibataire et un fils qui grandit sans moi. « Désirez-vous boire quelque chose » m'a demandé l'hôtesse. L'alcool n'est pas trop mon truc, mais j'ai choisi le whisky soda, le breuvage préféré de Wynne. J'avais besoin de m'étourdir, d'arriver à dormir. On ferme les yeux et, hop, on bloque tout. Ça fait du bien. Alors, que venait faire Thérèse Collins là-dedans, la femme pour qui je survolais l'océan? Je n'avais jamais songé à Thérèse en termes amoureux. De relations amoureuses, j'entends. Je pensais à sa peau souple, à son odeur de beurre de cacao, à la douleur qui irradiait d'elle, à nous deux faisant l'amour sur cette île, deux âmes naufragées. Lorsque Wynne était venu me chercher sur un yacht pour me ramener à la maison, j'allais déjà mieux. Pas elle. Nous nous étions quittés sur un au revoir. 8 ans après, au moment où j'en avais le plus besoin, Thérèse était venue à mon secours avant de s'effacer à nouveau, de se retrancher dans sa souffrance. Aujourd'hui, elle était de retour. 8 années durant, Thérèse Collins avait non seulement disparu de ma vie, mais également de la scène publique. Dans les années 90, elle avait été une personnalité connue de la télévision, une présentatrice vedette de CNN. Et puis un beau jour, plus rien. L'avion avait atterri et roulé sur le tarmac en direction du terminal. J'ai attrapé mon sac, inutile de s'encombrer de bagages pour 2 ou 3 nuits, et me suis demandé ce qui m'attendait ici. J'ai été le 3e à débarquer, et avec mes longues enjambées, j'ai vite fait d'arriver en tête à la douane et au contrôle des passeports. J'espérais passer facilement, mais il y avait embouteillage de passagers descendus d'autres vols. La file d'attente serpentait entre les rubans de sécurité, un peu comme à Disney World. Elle avançait rapidement. La plupart du temps, le personnel se contentait de jeter un œil sur le passeport et de faire signe aux passagers suivants. Quand ça a été mon tour, la fonctionnaire a regardé mon passeport, puis mon visage, puis à nouveau le passeport, puis à nouveau mon visage. Ses yeux s'attardaient sur moi. J'ai souri, la jauge de charme bloquée sur faible. Je ne tenais pas à ce que la pauvre femme se déshabille en public derrière son guichet. Se détournant comme si j'avais proféré une grossièreté, elle a adressé un signe de tête à un collègue.
Lorsqu'elle s'est retournée vers moi, j'ai décidé d'augmenter la puissance. Élargir le sourire, faire glisser le curseur de faible à éblouissant. « Écartez-vous, je vous prie. » a-t-elle dit en fronçant les sourcils. Je souriais toujours comme un imbécile. Pourquoi ? Mon collègue va s'occuper de votre cas. Ah bon ? Je suis un cas ? Écartez-vous. J'étais en train de bloquer la file et les passagers derrière moi commençaient à rouspéter. Je me suis écarté. L'autre agent en uniforme m'a dit « Suivez-moi, je vous prie ». Je n'aimais pas ça. Mais avais-je le choix ? Pourquoi moi ? Peut-être que la loi française interdit d'avoir autant de charme. Franchement, je trouvais ça tout à fait normal. L'agent m'a escorté dans une petite pièce sans fenêtre. Les murs étaient beiges et nus. 2 patères derrière la porte, des sièges en plastique moulé, une table dans le coin. Le policier a pris mon sac, l'a posé sur la table et a entrepris de fourrager dedans. « Videz vos poches, s'il vous plaît. Mettez tout dans cette corbeille. Enlevez vos chaussures. » J'ai obéi. Portefeuille, Blackberry, pièces de monnaie, chaussures. « Je dois vous fouiller. » Il a été extrêmement minutieux. J'allais lâcher une vanne sur le plaisir qu'il devait en retirer ou suggérer qu'on pourrait commencer par une promenade en bateau-mouche avant qu'il ne me tripote, mais j'ai eu un doute sur son sens de l'humour. Les Français adorent Jerry Lewis, non ? Peut-être qu'un gag visuel aurait été plus approprié. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je me suis assis. Il est sorti en portant la corbeille contenant mes affaires. Je suis resté là pendant une demi-heure, à mariner dans mon jus, comme on dit. Non, décidément, je n'aimais pas ça. 2 hommes sont entrés dans la pièce. Le premier était jeune, proche de la trentaine peut-être, beau gosse. Cheveux blonds roux, barbe de 3 jours que les jolis garçons aiment porter pour avoir l'air plus viril et mâchonnant un cure-dent. Il était vêtu d'un jean, de bottes et d'une chemise aux manches roulées jusqu'au coude. Il s'est adossé au mur et a croisé les bras. L'autre homme était un quinquagénaire avec de grosses lunettes cerclées de métal et des cheveux gris clairsemés. Il est entré dans la pièce en s'essuyant les mains avec une serviette en papier. Sa parka ressemblait à celle des associations sportives de 1986. Autant pour les Français et leur haute couture. C'est le plus vieux qui a pris la parole. « Quel est l'objet de votre visite en France ?» Mon regard est allé de lui au mâchouilleur de cure-dent. « Et vous êtes ?»« Capitaine Berléand et officier de police Lefebvre. » J'ai hoché la tête à l'adresse de Lefebvre, qui n'a pas daigné cesser de torturer son cure-dent. « L'objet de votre visite, affaire ou plaisir ?»« Plaisir. »« Où allez-vous loger ?»« À l'hôtel d'Aubusson. » Il ne l'a pas noté. Il n'avait ni papier ni stylo. « Vous serez seul ?»« Non. » Berléand continuait à se frotter les mains avec la serviette en papier. Il s'est arrêté, a remonté d'un doigt les lunettes sur l'arête de son nez. Comme je me taisais, il a haussé les épaules pour m'inviter à développer. « J'ai rendez-vous avec une amie. »« Le nom de cette amie ?»« Est-ce indispensable ?»« Non, monsieur Bolitard, je suis curieux et je vous pose la question comme ça, sans raison. » Les Français sont portés sur le sarcasme. « Son nom ?»« Thérèse Collins. »« Quelle est votre profession ?»« Agent. » Berléand a eu l'air déconcerté. Lefebvre apparemment ne parlait pas l'anglais. « Je représente des artistes, des sportifs, des auteurs, des gens du spectacle. » Il a hoché la tête, satisfait. La porte s'est ouverte. Le premier policier a tendu à Berléand la corbeille avec mes affaires. Il l'a posée sur la table à côté de mon sac, puis s'est essuyé les mains. « Vous et Madame Collins n'avez pas voyagé ensemble, n'est-ce pas ?»« Non, elle est déjà à Paris. »« Ah, je vois. Combien de temps avez-vous l'intention de rester en France ?»« Je ne sais pas, 2 ou 3 nuits. » Il a regardé Lefebvre. Ce dernier a acquiescé et, se détachant du mur, s'est dirigé vers la porte. Berléand a suivi. « Désolé pour le dérangement. Je vous souhaite un bon séjour à Paris. » Chapitre 5. Thérèse Collins m'attendait dans le hall de l'hôtel. Elle m'a serré dans ses bras, mais sans effusion.
Elle s'est laissée aller contre moi, mais toujours sobrement. Bref, elle ne s'est pas effondrée. Nos retrouvailles au bout de 8 ans étaient pudiques. Toutefois, pendant que nous nous étreignions, j'ai fermé les yeux et cru sentir l'odeur de beurre de cacao. J'ai repensé à l'île dans la mer des Caraïbes, mais surtout, pour être tout à fait honnête, à la seule chose qui nous reliait vraiment à cette époque, la frénésie du sexe, ce corps à corps sauvage, désespéré, qui prouve, et ceci n'a rien à voir avec le sadomasochisme, à quel point la souffrance psychique et plaisir sont étroitement mêlés. On peut même affirmer qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Nous n'avions que faire de paroles, de sentiments, d'un semblant de réconfort ou de gestes d'affection, même discrets, comme si trop de douceur, de tendresse risquait de faire éclater la bulle qui nous protégeait temporairement. Thérèse s'est écartée. Elle était toujours aussi renversante. L'âge se faisait sentir, mais certaines femmes, peut-être même la plupart, à une époque où le lifting est devenu aussi banal qu'une manucure, embellissent en vieillissant. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Thérèse? C'est ton préambule après toutes ces années? J'ai haussé les épaules. Moi, c'était... Viens à Paris. Je travaille à restaurer le charme, en attendant de savoir ce qui ne va pas. Tu dois être épuisé. Ça va. Je nous ai réservé une chambre, un duplex, pour avoir l'option de dormir séparément. Je n'ai rien dit. Elle a souri presque imperceptiblement. Mon Dieu, que je suis contente de te voir. Je ressentais la même chose. Ce n'était peut-être pas de l'amour, mais c'était fort, authentique et rare. Nous n'avions pas signé pour la vie, m'avait dit Ali. Avec Thérèse, ma foi, nous n'avions rien signé du tout, mais c'était un sentiment indéfinissable qu'on pouvait ranger dans un tiroir pendant des années sans y penser, en sachant qu'il était là et que c'était probablement sa raison d'être. Tu savais que je viendrais? Oui. Et tu sais que j'aurais fait la même chose si c'était toi qui m'avais appelé. En effet. Tu as une mine superbe. Allez, viens. On va grignoter un petit quelque chose. Le portier a pris mon sac, non sans avoir coulé un regard admiratif en direction de Thérèse. La rue Dauphine est une rue étroite. Une camionnette blanche était garée en double fil à côté d'un taxi, occupant presque toute la chaussée. Le chauffeur de taxi hurlait ce qui devait être des obscénités en français, à moins que ce ne fût une manière particulièrement agressive de demander son chemin. Nous avons tourné à droite. Il était 9 heures du matin. À cette heure-ci, la ville de New York est déjà en pleine effervescence, mais les Parisiens, eux, flânaient nonchalamment, comme s'ils venaient à peine de se réveiller. Nous sommes arrivés à la Seine, à la hauteur du Pont-Neuf. Au loin, on apercevait les tours de Notre-Dame. Thérèse allongeait les étals verts des bouquinistes, réputés pour vendre des livres anciens, mais qui semblaient s'être reconvertis dans les souvenirs à 3 sous. Sur l'autre rive se dressait une imposante forteresse avec sa magnifique toiture mansard. À l'approche de Notre-Dame, j'ai demandé « Ça te gêne si je prends la pose, bras tendus, un pied en arrière et m'écris « Grandiose » ? Tu vas passer pour un touriste. Bien vu. Je devrais peut-être acheter un béret avec mon nom brodé dessus. Ah, avec ça, tu serais sûr de te fondre dans la masse. Thérèse avait gardé sa démarche altière, tête haute, épaules en arrière, un port de reine. Je me suis soudain rendu compte que c'était un attrait commun à toutes les femmes de ma vie. Je trouve ça très excitant, cette manière quasi féline qu'ont certaines femmes d'entrer dans une pièce comme si elles étaient chez elles. La façon de marcher en dit long sur une femme. Nous nous sommes arrêtés à la terrasse d'un café à Saint-Michel. Le ciel était gris, mais on devinait clairement que le soleil était en train de tenter une percée. Thérèse s'est assise et a longuement scruté mon visage. J'ai un truc coincé entre les dents. Elle a esquissé un sourire. Tu m'as manqué. Ses paroles sont restées en suspens. Je ne savais plus qui me parlait, elle ou la ville. C'est comme ça à Paris. On a beaucoup écrit sur sa beauté, sur ses splendeurs, et ma foi, tout est vrai. Chaque édifice est une petite merveille d'architecture, un régal pour l'œil. Paris est comme une belle femme qui se sait belle, qui aime ça, et qui n'a pas à se forcer pour le prouver. Qui plus est, Paris vous donne l'impression de vous sentir,
À défaut de termes plus appropriés, vivant. Correction, Paris vous donne envie de vous sentir vivant, de faire, d'être et d'en savourer chaque instant. On veut ressentir tout simplement, et peu importe quoi. Toutes les sensations sont magnifiées. Paris vous donne envie de rire, de pleurer, de tomber amoureux, d'écrire un poème, de faire l'amour et de composer une symphonie. Se penchant par-dessus la table, Thérèse m'a pris la main. Tu aurais pu appeler pour me donner des nouvelles. Je sais. Je n'ai pas bougé. Mon bureau est toujours dans Park Avenue et je partage toujours l'appartement de Wynne au Dakota. Mais tu as racheté la maison de tes parents à Livingston. Ce n'était pas une remarque en l'air. Thérèse était au courant pour la maison, comme elle était au courant pour Ali. Elle me faisait comprendre que tout ce temps, elle avait gardé un œil sur ma vie. Tu t'es évanoui dans la nature du jour au lendemain ? Je sais. Tu t'es cherché ? Ça aussi, je le sais. Tu ne peux pas arrêter de dire « je sais ». Ok. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Elle a retiré sa main. Son regard a pivoté vers la Seine. Un jeune couple est passé devant nous. Ils étaient en train de se disputer. La fille, outrée, a ramassé une canette de Coca-Cola écrasée et l'a balancée à la tête du garçon. Tu ne comprendrais pas. C'est encore pire que je sais. Son sourire était empreint d'une infinie tristesse. J'étais une épave. Je t'aurais entraîné dans ma dégringolade et je tenais trop à toi pour te faire ce coup-là. J'essayais de comprendre, mais ce n'était pas facile. Sans vouloir te vexer, on dirait que tu cherches à te justifier. Pas du tout. Alors, où étais-tu, Thérèse ? Je me cachais. De quoi ? Elle a secoué la tête. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais ici ? Et ne me dis pas que c'est parce que je t'ai manqué. Non. Enfin, je veux dire, tu m'as manqué. Tu n'imagines certainement pas à quel point. Mais tu as raison, ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Alors ? Un serveur a surgi en tablier noir et chemise blanche. Thérèse a passé la commande pour nous deux dans un français fluide. Comme je ne parle pas un mot de cette langue, si ça se trouve, elle avait commandé des oreilles et une queue de cochon, pour ce que j'en savais. Il y a une semaine, j'ai reçu un coup de fil de mon ex-mari. J'ignorais totalement qu'elle avait été mariée. Cela faisait 9 ans que je n'avais pas parlé à Rick. 9 ans ? C'est à peu près l'époque où on s'est rencontrés. Elle m'a jeté un regard. Oh, ne te laisse pas éblouir par mes prouesses mathématiques. C'est un de mes nombreux talents cachés. J'évite de trop me vanter. Tu te demandes si Rick et moi, on était toujours mariés quand nous sommes allés nous planquer dans cette île ? Pas vraiment. Est-ce que tu peux être propre sur toi ? Non, ai-je dit, songeant de nouveau à la frénésie du désespoir sur cette île. C'est faux. Ainsi que j'ai pu en juger ? Encore une fois, talent caché. J'évite de me vanter. Tant mieux. Mais je te rassure tout de suite, Rick et moi n'étions plus ensemble quand on s'est connus. Et que voulait l'ex-mari Rick ? Il m'a dit qu'il était à Paris et que je devais le rejoindre de toute urgence. À Paris ? Non, chez Mickey en Floride. Évidemment, à Paris. Elle a fermé les yeux. Excuse-moi, ça m'a échappé. Mais non, je t'aime bien, Antaigne. Que t'a-t-il dit d'autre, ton ex ? Il m'a dit de descendre à l'hôtel d'Aubusson. Et ? C'est tout. J'ai changé de position sur ma chaise. C'était ça, son coup de fil ? Salut, Thérèse, c'est Rick, ton ex-mari, à qui tu n'as pas parlé depuis 10 ans, vient à Paris et descend à l'hôtel d'Aubusson. C'est urgent ? Quelque chose comme ça, oui. Tu ne lui as pas demandé pourquoi c'était si urgent ? Tu fais exprès d'être bête ou quoi ? Mais bien sûr que je le lui ai demandé. Et alors ? Il n'a pas voulu me le dire. Il fallait qu'il me voie en personne. Et tu as tout laissé tomber pour accourir ? Oui. Après tant d'années, comme ça, sans hésiter. Une petite seconde. Tu ne m'as pas dit que tu te cachais ? Oui. De Rick aussi ? De tout le monde. Où ça ? En Angola. En Angola ? J'ai laissé filer momentanément. Et comment Rick a-t-il fait pour te retrouver ? Le serveur est arrivé avec 2 tasses de café et ce qui ressemblait à des sandwichs au fromage et au jambon. On appelle ça des croque-monsieur. Je connaissais. Un jambon fromage, quoi, avec un nom ronflant. Rick travaillait avec moi à CNN. Il est probablement le meilleur journaliste d'investigation au monde
Mais il déteste l'antenne. Il préfère enquêter. Il a dû me pister, j'imagine. Thérèse était plus pâle, bien sûr, que dans cette île noyée de soleil. Son regard bleu était voilé, mais on distinguait nettement un cercle d'or autour de chaque pupille. Personnellement, je préfère les brunes, mais ces boucles claires m'avaient conquis. Ok, continue. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Je suis arrivée il y a 4 jours, mais je n'ai pas eu la moindre nouvelle de lui. Tu l'as appelé? Je n'ai pas son numéro. Rick a été très précis. Il m'a dit qu'il me contacterait à mon arrivée. Mais jusqu'ici, rien. C'est pour ça que tu m'as téléphoné? Oui. Tu es doué pour retrouver les gens. Comment se fait-il alors que je ne t'ai pas retrouvé, toi? Parce que tu n'as pas beaucoup cherché. Ce qui n'était pas entièrement faux. Elle s'est penchée en avant. J'étais là. Rappelle-toi. Je n'ai pas oublié. Elle n'a rien ajouté. Le fait est qu'elle m'avait aidé dans un moment où la vie d'un être cher était en jeu. Sans elle, j'aurais échoué. Il serait mort. Elle n'avait pas besoin de préciser que j'avais une dette envers elle. Je le savais. Tu n'es même pas sûr que ton ex a disparu? Thérèse n'a pas répondu. Peut-être qu'il a voulu te rendre la monnaie de ta pièce, ou te jouer un tour pendable. Si ça se trouve, ce n'était pas important. Rick a très bien pu changer d'avis. Elle se bornait à me regarder en silence. Et s'il n'a pas disparu, je ne vois pas ce que je peux faire. Ok, d'accord. Je peux effectuer des recherches à partir de chez moi. Mais ici, nous sommes dans un pays étranger. Je n'en parle pas la langue. Je n'ai pas Win, Esperanza ni Big Cindy pour m'aider. Je suis là, moi. Je parle français. Je l'ai regardée. Elle avait les larmes aux yeux. J'ai secoué la tête. Qu'est-ce que tu me caches? Elle a fermé brièvement les yeux. Sa voix. Eh bien? J'étais en première année de fac quand je suis sortie avec Rick. Nous avons été mariés 10 ans. Nous travaillions ensemble pratiquement tous les jours. Ok. Je sais tout de lui, chacune de ses humeurs, tu comprends? À peu près. Nous sommes allés tous les deux sur des zones de combat. Nous avons découvert des salles de torture au Moyen-Orient. En Sierra Leone, on a vu des choses qui dépassent l'entendement. Rick a toujours su garder le recul nécessaire. Il était toujours calme, toujours maître de ses émotions. Il détestait le côté théâtral des infos à la télé. J'ai donc entendu sa voix dans toutes sortes de circonstances. À nouveau, Thérèse a fermé les yeux. Mais là, au téléphone... J'ai tendu la main vers elle, mais elle n'a pas réagi. C'était comment? Sa voix tremblait. J'ai eu l'impression qu'il pleurait. Il était paniqué. Je te parle d'un homme que je n'ai jamais vu manifester la moindre peur. Il fallait, m'a-t-il dit, que je me prépare. Te préparer à quoi? Ses yeux ont fini par déborder. Elle a pressé l'arête de son nez avec ses doigts. Il devait m'apprendre quelque chose qui allait bouleverser toute ma vie. Fronçant les sourcils, je me suis calé dans mon siège. C'est l'expression qu'il a employée? Bouleverser toute ta vie? Oui. Thérèse n'était pas du genre à dramatiser. Je ne savais que penser. Et où il habite, Rick? Aucune idée. Il pourrait habiter Paris? C'est possible. J'ai hoché la tête. Est-ce qu'il s'est remarié? Je ne sais pas. Je te dis qu'on ne s'était pas parlé depuis une éternité. Ça n'allait pas être facile. Sais-tu s'il travaille toujours pour CNN? Ça m'étonnerait. Peut-être pourrais-tu me faire une liste de parents et d'amis, histoire de commencer par quelque chose? Ok. Sa main tremblait quand elle a pris sa tasse de café pour la porter à ses lèvres. Thérèse? Elle gardait sa tasse en l'air comme pour se protéger. Que pourrait bien t'annoncer ton ex-mari qui risquerait de bouleverser ta vie? Son regard s'est mis à vagabonder. Des bus rouges à Impérial longeaient la Seine avec leur cargaison de touristes. Sur chaque bus, il y avait une pub pour un grand magasin avec une jolie femme coiffée d'une tour Eiffel. Ça avait l'air ridicule et inconfortable. Le lourd couvre-chef était perché sur le sommet de son crâne, maintenu par un simple ruban. Le cou gracile du mannequin ployé comme sur le point de se rompre. Qui donc avait trouvé cette idée de génie pour une publicité de mode? La foule des passants grossissait. La fille qui avait balancé la canette de Coca-Cola
était maintenant en train de bécoter sa cible. L'agent qui réglait la circulation a fait un signe à une camionnette blanche qui bloquait la chaussée. Je me suis tourné vers Thérèse, attendant sa réponse. Elle a posé sa tasse. Je ne vois pas. Mais sa voix s'était enrouée. Un signe quand on joue aux cartes. Elle ne mentait pas, ça j'en étais certain. Mais elle ne me disait pas tout. Aucune chance qu'il veuille simplement se venger ? Aucune. Elle a regardé ailleurs, cherchant à se ressaisir. C'était le moment de se jeter à l'eau. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Thérèse ? Elle savait de quoi je parlais. Son regard me fuyait, mais un petit sourire jouait sur ses lèvres. Toi non plus, tu ne m'as jamais dit. C'était la règle tacite sur notre île. Oui. Et nous ne sommes plus dans l'île ? Silence. Elle avait raison. Je ne lui avais pas dit ce qui m'avait conduit dans cette île, pourquoi j'avais sombré. Alors c'était peut-être à moi de commencer. J'étais censé protéger quelqu'un. Je me suis planté. Elle est morte à cause de moi et, pour ne rien arranger, j'ai très mal réagi. La violence, l'écho qui ne meurt jamais. Tu as dit « elle » ? Oui. Tu es allé sur sa tombe. Je m'en souviens. C'était son tour. Je lui ai laissé le temps de reprendre ses esprits. Son secret. Wynne m'avait dit que c'était très grave. Tout à coup, je me sentais nerveux. J'ai regardé à droite et à gauche, quand soudain, quelque chose a capté mon attention. La camionnette blanche. À force, on s'habitue à vivre comme ça, perpétuellement sur ses gardes. On surveille les alentours, on remarque des détails, on les aligne bout à bout. C'était la 3e fois que je la remarquais, cette camionnette. Elle avait été garée devant l'hôtel quand nous en étions sortis. Qui plus est, la dernière fois que je l'avais vue, l'agent de circulation lui avait demandé de dégager. Pourtant, elle était toujours là. J'ai pivoté vers Thérèse. Voyant mon expression, elle a demandé « Qu'y a-t-il » ? La camionnette blanche. J'ai l'impression qu'elle nous suit. L'ex-mari était là, qui nous espionnait depuis la camionnette. J'allais m'approcher, ouvrir la portière, l'arracher de son siège. Pas la peine de faire semblant, si j'avais raison. Il y avait un reflet, mais j'ai réussi à distinguer le visage mal rasé et surtout le cure-dent. C'était l'officier de police Lefebvre de l'aéroport. Il n'a pas cherché à se dissimuler. La portière s'est ouverte et il est descendu. Son coéquipier, plus âgé, le capitaine Berléand, a émergé de l'autre côté. Il a remonté ses lunettes et sourit d'un air presque contrit. Je me suis senti stupide. Des fonctionnaires en civil à l'aéroport, cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Les agents de la police de l'air n'auraient pas été en civil. Et cet interrogatoire déplacé, j'aurais dû me douter de quelque chose. Les 2 hommes ont glissé la main dans leur poche. J'ai cru qu'ils allaient sortir leurs armes, mais non. C'étaient des brassards avec le mot « police » dessus. Ils les ont enfilés autour de leurs biceps. J'ai tourné la tête et aperçu des flics en uniforme qui se dirigeaient vers nous. Je n'ai pas bougé. J'ai gardé les mains sur les côtés, bien en vue. J'ignorais ce qui se passait, mais ce n'était pas le moment de faire des mouvements brusques. J'ai suivi Berléand des yeux. Il s'est approché de notre table, a regardé Thérèse et dit « Voulez-vous nous suivre, s'il vous plaît ?» « De quoi s'agit-il » ai-je demandé. « Nous en parlerons dans mon bureau. »« Sommes-nous en état d'arrestation ?»« Oh non !»« Dans ce cas, nous n'irons nulle part tant que vous ne nous aurez pas notifié le motif de cette interpellation. » Berléand a souri et regardé Lefebvre, qui a souri derrière son cure-dent. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Vous croyez en Amérique, monsieur Bolitard ?»« Non, mais je crois que la France est une démocratie moderne avec des droits inaliénables. Je me trompe ?»« L'avertissement d'usage n'existe pas en France. On n'a pas besoin de charges pour vous embarquer. En fait, je peux vous garder aux frais pendant 48 heures si tel est mon bon plaisir. » Se rapprochant, Berléand a de nouveau remonté ses lunettes, s'est essuyé les mains sur son pantalon. « Je vous le demande encore une fois. Voulez-vous nous suivre ?»« Oh, oui, avec joie. » Chapitre 6. Nous avons été séparés dans la rue, Thérèse et moi.
Lefebvre l'a escorté vers la camionnette. J'ai voulu protester, mais Berléand m'a lancé un regard de merlan-frit pour me recommander d'économiser ma salive. Il m'a conduit jusqu'à une voiture de police et a pris place à côté de moi sur la banquette arrière. « C'est loin ?» ai-je demandé. Il a consulté sa montre. « À une trentaine de secondes d'ici. » À peine. J'avais déjà remarqué ce bâtiment, la forteresse en pierre de taille sur la rive d'en face. La toiture à la mansarde était en ardoise grise, tout comme les tours coniques qui flanquaient l'édifice. On aurait pu facilement y aller à pied. J'ai plissé les yeux pour mieux voir. « Vous reconnaissez ?» Pas étonnant que j'ai été frappé par son architecture. 2 gardiens en armes se sont écartés pour nous laisser franchir le porche majestueux qui nous a avalés telle une bouche géante. De l'autre côté, il y avait une vaste cour intérieure. Une forteresse, oui, c'était le terme qui convenait. On se sentait un peu comme un prisonnier au XVIIIe siècle. Alors ? Je reconnaissais, surtout grâce à l'œuvre de Georges Simenon, et aussi parce que, pour tous les représentants de la loi, c'était un lieu mythique. Je venais d'arriver au 36 quai des Orfèvres, le fameux siège de la police judiciaire, l'équivalent de Scotland Yard ou de Quantico. « Eh bien, ai-je répondu en étirant la voyelle, je sens que c'est du lourd. » Berléand a levé les paumes vers le ciel. « Ici, on ne traite pas les infractions au code de la route. Chez vous, même la police est logée dans un palais. Attendez de voir l'intérieur. » Berléand, ai-je tôt fait d'apprendre, maniait facilement le sarcasme. Le contraste entre la façade et ce qu'il y avait derrière était saisissant. L'extérieur avait été bâti pour durer des siècles et des siècles. L'intérieur avait le charme et l'originalité des toilettes d'une station-service. Les murs étaient blancs cassés, ou alors ils avaient été blancs mais avaient jauni avec les années. Aucun tableau, aucun ornement, mais assez d'éraflures pour se demander si on n'avait pas marché dessus avec des souliers à clous. Le sol était tapissé d'un lino qu'on aurait jugé démodé dans un pavillon de banlieue en 1957. Visiblement, il n'y avait pas d'ascenseur. Nous avons gravi un large escalier et la montée m'a paru interminable. « Par ici !» Les câbles électriques qui sillonnaient le plafond sortaient tout droit d'une brochure de prévention contre les risques d'incendie. J'ai suivi Berléand le long d'un couloir. J'ai vu un four à micro-ondes posé à même le sol, des imprimantes, des ordinateurs. « Vous déménagez ou quoi ?»« Non, non. » Il m'a conduit jusqu'à une cellule qui devait faire 2 mètres sur 2. Une cellule unique, où une vitre remplaçait les barreaux, avec 2 bancs fixés au mur à angle droit. Les matelas minces et bleus rappelaient les tapis de sol dans le gymnase de mon collège. Une couverture élimée, couleur rouille, genre rebut de compagnie aérienne bon marché, était pliée sur le banc. Berléand esquissait un grand geste, tel le maître d'hôtel à l'entrée de chez Maxim's. « Où est Thérèse ?» Il a haussé les épaules. « Je veux un avocat. »« Et moi, je veux prendre un bain moussant avec Sharon Stone. » Vous êtes en train de me dire que je n'ai pas droit à un avocat durant l'interrogatoire ? C'est cela même. Vous pouvez en consulter un juste avant, mais il ne pourra pas assister à l'interrogatoire. Et pour ne rien vous cacher, cela attirera les soupçons sur vous et aura tendance à m'énerver. Alors je vous le déconseille. Entre-temps, faites comme chez vous. Il m'a laissé. J'ai essayé de réfléchir à froid. Le tapis de sol était tout collant et je ne tenais pas à savoir pourquoi. Il régnait là-dedans une odeur fétide, mélange de sueur, de peur et d'autres fluides corporels. La puanteur s'incrustait dans mes narines. 1 heure est passée. J'ai entendu le micro-ondes. Un gardien m'a apporté à manger. 1 autre heure s'est écoulée. Quand Berléand est revenu, j'étais adossé à l'endroit plus ou moins propre que j'avais repéré sur la vitre. « J'espère que vous êtes bien installé ?» Le menu. Je m'attendais à mieux, vu que nous sommes à Paris et tout. J'en parlerai personnellement au chef. Berléand a déverrouillé la porte vitrée. Je pensais qu'il m'escorterait vers une salle d'interrogatoire, au lieu de quoi nous nous sommes arrêtés devant une porte avec un petit écriteau « Groupe Berléand ». Je l'ai regardé. « C'est votre prénom, Groupe ?»
Vous vous croyez drôle? Effectivement, cela devait être un groupe, à en juger par les 6 bureaux entassés dans la pièce qui, même avec un seul bureau, n'auraient pas mérité le qualificatif de spacieuse. Le plafond en pente m'a fait penser qu'on était au dernier étage, sous les combles mansardés. D'ailleurs, j'ai dû me baisser pour entrer. 4 des 6 bureaux étaient occupés par des policiers en civil qui devaient faire partie du groupe Berléand. Les ordinateurs étaient vieux, de ceux qui prennent la moitié de la place sur un bureau. Des photos de famille, des fanions de clubs de sport, une affiche de pub Coca-Cola, un calendrier avec des pin-up. On se serait cru dans l'arrière-boutique d'un garage à Hoboken, New Jersey. Groupe Berléand. Alors c'est vous le chef? Je suis le capitaine de la brigade criminelle, et ceci est mon équipe. Asseyez-vous. Quoi, ici? Ben oui, c'est le bureau de Lefebvre. Prenez sa chaise. Pas de salle d'interrogatoire? On n'est pas en Amérique. Les interrogatoires ont lieu dans la pièce commune. Les autres officiers ne nous prêtaient aucune attention. 2 d'entre eux bavardaient en buvant du café. Un 3e tapait sur son clavier d'ordinateur. Je me suis assis. Berléand avait une boîte de lingettes sur son bureau. Il en a sorti une et s'est de nouveau frotté les mains. Parlez-moi de votre relation avec Thérèse Collins. Pourquoi? Parce que j'aime bien être au courant des derniers potins. Une note métallique perçait à travers son humour. Parlez-moi de votre relation. Je ne l'avais pas revue depuis 8 ans. Et pourtant, on vous a trouvés tous les deux ensemble. Pourquoi? Elle m'a téléphoné pour m'inviter à venir passer quelques jours dans votre capitale. Et vous avez tout lâché pour la rejoindre. Ma réponse a été un simple haussement de sourcils. Berléand a souri. Les Français et leurs clichés, hein? Vous m'inquiétez, Berléand. Il s'agissait donc d'un rendez-vous galant? Non. Alors? J'ignorais pourquoi elle voulait que je vienne. J'ai juste senti qu'elle avait des ennuis. Et vous avez décidé de lui venir en aide? Oui. Saviez-vous quel genre d'aide elle attendait de vous? Avant mon arrivée ici? Non. Et maintenant? Maintenant, je sais. Ça ne vous ennuie pas de m'en parler? Est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment, non. Son ex-mari a disparu. Il l'avait contacté sous prétexte d'avoir quelque chose d'urgent à lui dire. Puis, il s'est volatilisé. Berléand a eu l'air surpris, soit par ma réponse, soit par le fait que je me montre aussi coopératif. J'avais ma petite idée là-dessus. Madame Collins, vous aurez donc appelé pour l'aider à le retrouver, c'est ça? Exactement. Et pourquoi vous? Elle pense que je suis doué pour ces choses-là. Ne m'aviez-vous pas dit que vous étiez agent? Que vous représentiez les gens du spectacle? Quel rapport avec la recherche de personnes disparues? J'exerce une activité à part qui m'amène à faire de drôles de choses pour mes clients. Ah, je vois. Lefebvre est entré, le cure-dent au bec. Il s'est posté à ma droite et, caressant sa pilosité faciale, m'a toisé sans ciller. Mesdames et messieurs, je vous présente le méchant flic. J'ai jeté un coup d'œil à Berléand, l'air de dire « Est-ce vraiment nécessaire ?» Il a haussé les épaules. « Vous avez de l'affection pour Madame Collins, n'est-ce pas ?» Oui. Lefebvre, fidèle jusqu'au bout à son personnage, a retiré lentement, sans me quitter des yeux, le cure-dent de sa bouche. « Mon cul !»« Je vous demande pardon. Ce que vous racontez !» a-t-il éructé en anglais avec un fort accent français. « Mon cul !»« Pourquoi, vous souffrez du syndrome céphalorectal ?» Berléand ouvrit de grands yeux. « Oui, la tête dans le cul, puisque vous évoquez le sujet. » Berléand a eu l'air mortifié. Il y avait de quoi. « Vous aimez Thérèse Collins ?» J'ai choisi de rester au plus près de la vérité. Je n'en sais rien. Mais vous êtes proche. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Ça ne change rien, si? Non, probablement pas. Connaissez-vous Rick Collins? Curieusement, en entendant la question, j'ai trouvé bizarre que Thérèse ait pris son nom. Mais bon, il s'était connu à la fac. C'était normal, je présume. Non, je ne le connais pas.
Vous ne l'avez jamais rencontré? Jamais. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Rien du tout. Lefebvre a posé la main sur mon épaule et appuyé très légèrement. Mon cul! J'ai levé les yeux sur lui. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas le même cure-dent qu'à l'aéroport. Si c'était le cas, on aurait un sérieux problème d'hygiène, non? Madame Collins dit vrai? A questionné Berléand. Je me suis tourné vers lui. À propos de quoi? De votre don pour retrouver les personnes disparues. J'ai haussé les épaules. Je pense savoir où se trouve Rick Collins. Berléand a regardé Lefebvre, qui s'est redressé d'un cran. Ah oui, et où ça? À la morgue. Il a été assassiné. Chapitre 7. Berléand m'a demandé de le suivre hors de la pièce commune. Nous avons pris à droite. Où allons-nous? Il s'est essuyé les mains sur son pantalon. Suivez-moi. Nous avons enfilé un couloir qui débouchait sur un puits de lumière, une plongée de 4 étages recouverte d'un grillage. Pourquoi le grillage? Il y a 2 ans, nous avons arrêté quelqu'un qu'on soupçonnait d'activité terroriste. Une femme, soit dit en passant. Alors qu'on l'a convoyée le long de ce couloir, elle a empoigné un de nos agents et a tenté de se jeter avec lui par-dessus la balustrade. J'ai regardé en bas. Cela faisait une sacrée chute. Ils sont morts? Non, un autre agent les a rattrapés par les chevilles. Depuis, on a le grillage. Il a gravi un petit escalier qui semblait mener au grenier. Attention à la tête. Soupçonné d'activité terroriste? Ouais. Parce que vous vous occupez de terrorisme aussi? Terrorisme, homicide, la frontière n'est plus très claire, on fait un peu de tout. Il a pénétré dans le grenier. Cette fois, j'ai dû me plier en 2. Il y avait là des habits qui séchaient sur un fil. Vous faites votre lessive ici? Non, ce sont les affaires des victimes. Vous me faites marcher, hein? Pas du tout. Je me suis arrêté devant une chemise bleue déchirée et tachée de sang. C'était à Rick Collins, ça? Venez avec moi. Il a ouvert une fenêtre qui donnait sur le toit et s'est retourné pour voir si je le suivais. Vous me faites marcher, ai-je répété. L'une des plus belles vues sur Paris. Depuis le toit du 36 quai des Orfèvres. J'ai posé le pied sur les ardoises et force a été de lui donner raison. La vue était à couper le souffle. Berléand a allumé une cigarette, tirant sur elle si profondément que je m'attendais à ce qu'elle se transforme instantanément et intégralement en cendres, et à exhaler une longue volute de fumée par le nez. Ça vous arrive souvent de mener vos interrogatoires ici? À vrai dire, c'est une première. Pourriez menacer votre suspect de le pousser dans le vide? Il a haussé les épaules. Ce n'est pas mon genre. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On n'a pas le droit de fumer à l'intérieur et il fallait absolument que j'en grille une. Il a aspiré une nouvelle bouffée. Avant, ça ne me gênait pas d'aller fumer dehors. Je descendais et montais au pas de course, histoire de faire de l'exercice. Mais je m'essoufflais vite à cause de la cigarette. Oui, ça s'annule réciproquement. Exact. Vous auriez pu envisager d'arrêter? Mais dans ce cas, je n'aurais plus aucune raison de courir dans les escaliers et du coup, je ne ferai plus d'exercice. Vous me suivez? Je fais de mon mieux, Berléand. Il s'est assis, le regard perdu au loin, et m'a fait signe de le rejoindre. C'est ainsi que je me suis retrouvé sur le toit du siège d'une des plus célèbres polices du monde, à admirer une vue renversante de Notre-Dame. Regardez par là. Il a pointé le doigt par-dessus son épaule droite. Je me suis retourné et je l'ai vu. La tour Eiffel. Oui, je sais. Ça fait touriste d'être impressionné par la tour Eiffel, mais pendant un moment, j'ai juste regardé en silence. Époustouflant, hein? La prochaine fois que je me fais arrêter, j'apporte un appareil photo. Il a ri. Vous maîtrisez bien l'anglais? On nous l'enseigne dès le collège. J'ai aussi passé un semestre à Amherst dans ma jeunesse et j'ai travaillé 2 ans dans le cadre d'un programme d'échange avec Quantico. Oh, et
J'ai la série complète des Simpsons en DVD, version originale. Ça doit le faire. Il a tiré une taffe. Comment a-t-il été assassiné? Ne devrais-je pas répondre? Tiens. Et comment savez-vous qu'il a été assassiné? J'ai haussé les épaules. Vous avez dit vous-même que vous ne traitiez pas les PV de stationnement ici. Que pouvez-vous me dire au sujet de Rick Collins? Rien. Et au sujet de Thérèse Collins? Que voulez-vous savoir? C'est une belle femme. C'est ça qui vous intéresse? Je me suis renseigné. Et, bien sûr, nous recevons CNN par le câble, nous aussi. Je me souviens d'elle. Et il y a une dizaine d'années, elle était au sommet. Or, voilà qu'elle démissionne du jour au lendemain, et on ne trouve plus aucune mention d'elle sur Google. J'ai vérifié, aucune trace professionnelle, ni de domicile, rien. Où était-elle passée? Demandez-le lui. Pour l'instant, c'est à vous que je le demande. Je vous l'ai déjà dit, je ne l'avais pas revue depuis 8 ans. Et vous n'avez aucune idée de l'endroit où elle se trouvait? Je n'en avais aucune. Il a souri et brandi son index. Quoi? Ma question était au présent et vous avez répondu au passé. Autrement dit, aujourd'hui, vous savez où elle était. Votre connaissance de l'anglais, c'est moi qui en fais les frais. Alors? En Angola, du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Il a hoché la tête. Une sirène de police a retenti. En France, les sirènes sont différentes des nôtres, plus insistantes, insupportables. Alarme de voitures bon marché qu'on aurait croisée avec le buzzer d'une famille en or. Elle a trouvé le silence entre nous et nous avons attendu qu'elle s'éloigne. Vous avez bien dû donner quelques coups de fil, commissaire? Quelques-uns, oui. Et vous savez que je ne l'ai pas tuée. Je n'étais même pas en France. En effet. Mais j'ai un autre scénario à vous proposer. Allez-y. Thérèse Collins a assassiné son ex-mari. Il lui fallait quelqu'un pour l'aider à se débarrasser du corps. Quelqu'un de confiance. Alors elle a fait appel à vous. J'ai froncé les sourcils. Oui, mais quand j'ai décroché, elle m'a annoncé « Je viens d'assassiner mon ex-mari à Paris. Peux-tu venir m'aider à faire disparaître son cadavre, s'il te plaît ?» Eh bien, peut-être qu'elle vous a juste demandé de la rejoindre et qu'elle vous a tout avoué à votre arrivée ici. J'ai souri. Cela avait assez duré. Vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Et comment le saurais-je? Vous m'avez mis sur écoute. Berléand évitait de me regarder. Il continuait à fumer en contemplant les toits de Paris. Quand vous m'avez arrêté à l'aéroport, vous avez planqué un micro quelque part, dans mes chaussures ou plus vraisemblablement dans mon téléphone portable. C'était la seule explication plausible. Ils avaient découvert le corps, consulté le portable de Rick Collins et apprenant que son ex-femme se trouvait à Paris, avaient mis son téléphone sur écoute. Ils avaient su qu'elle m'avait appelé et m'avaient retenu à l'aéroport le temps d'installer leur mouchard et de commencer la surveillance. C'est pour ça que j'avais joué franc jeu avec Berléand. Il connaissait déjà les réponses. De cette manière, j'espérais gagner sa confiance. Oui, votre téléphone portable. Nous avons remplacé la batterie par un appareil contenant la même charge. C'est de la haute technologie, le dernier né de la gamme. Donc, vous savez que Thérèse s'inquiète de la disparition de son mari. Il a incliné la tête d'avant en arrière. Nous savons que c'est ce qu'elle vous a dit. Allons, Berléand, vous l'avez entendu, elle était dans tous ses états. Elle en donnait l'impression. Alors ? Il a écrasé la cigarette. On a aussi entendu qu'elle ne disait pas tout. Elle vous a menti. Nous le savons tous les deux. Je comptais sur vous pour lui tirer les verres du nez, mais vous avez repéré notre camionnette. Il a réfléchi un instant. Et vous avez compris que vous étiez sur écoute. Oui, nous sommes donc très malins l'un et l'autre. Ou pas aussi malins que nous le croyons. Avez-vous prévenu les proches de Rick Collins? C'est ce qu'on essaie de faire. J'ai hésité puis décidé que la subtilité n'était plus de mise. Qui sont ses proches? Sa femme? Vous avez son nom? N'insistez pas, s'il vous plaît. Berléand a sorti une autre cigarette, l'a collée dans sa bouche
l'a laissé pendre tandis qu'il l'allumait d'un geste devenu réflexe. On a trouvé du sang sur la scène du crime, beaucoup de sang. Celui de la victime essentiellement. Mais les analyses préliminaires ont révélé la présence de sang d'au moins une autre personne. Nous avons donc fait un prélèvement sanguin sur Thérèse Collins et nous allons effectuer les tests ADN en bonne et due forme. Ce n'est pas elle, Berléand. Il n'a pas bronché. Il y a une autre chose que vous ne m'avez pas dite. Oh, il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas dites. Malheureusement, vous ne faites pas partie du groupe Berléand. On ne pourrait pas me mandater pour une mission temporaire? À nouveau la mine mortifiée, puis... Ça ne peut pas être une coïncidence. Qu'il se fasse assassiner juste après l'arrivée de son ex-femme. Vous avez entendu Thérèse? Son ex avait l'air paniqué. À tous les coups, il s'était fourré dans le pétrin. C'est pour ça qu'il l'avait appelé. Nous avons été interrompus par le carillon de son téléphone portable. Berléand l'a ouvert, l'a porté à son oreille. Ça devait être un sacré joueur de poker, mon nouvel ami Berléand, mais j'ai surpris une ombre sur son visage. Il a aboyé quelque chose, visiblement perplexe ou contrarié. Après quoi il s'est tu. Au bout d'un moment, il a rabattu le clapet d'un coup sec, écrasé sa cigarette et s'est levé. Un problème? Jetez un dernier coup d'œil. Berléand a épousseté son pantalon avec ses deux mains. On ne reçoit pas beaucoup de touristes par ici. J'ai obtempéré. Certains peuvent trouver ça étrange, un QG de police avec une vue spectaculaire. Mais j'ai décidé de profiter de l'instant, malgré l'affaire macabre qui m'avait mené jusqu'ici. Où allons-nous? Le labo a reçu les premiers résultats du test ADN. Déjà? Haussement d'épaule théâtral. Je pense, a-t-il répliqué en se courbant pour rentrer dans le bâtiment par la fenêtre. Je pense que nous devrions aller parler à Thérèse Collins.